Bienvenue à la troisième et dernière partie de notre émission L'heure politique, toujours avec Madame Louise Hanoun. Madame Louise Hanoun, on va essayer d'enchaîner un petit peu avec les questions économiques et aussi politiques. Récemment, le chef de l'État, enfin il l'a dit à plusieurs reprises, le chef de l'État, il a parlé du caractère social de l'État que nous devons tous maintenir et se tenir. Qu'est-ce que vous en dites sur ça? Parce que vous avez votre dernière conférence, vous avez appelé au maintien de ce caractère social de l'État. Mais bien sûr. Depuis que le parti existe, ça fait partie de nos objectifs majeurs, c'est-à-dire la préservation de tous les acquis de l'indépendance nationale. Donc la gratuité des soins, la gratuité de l'enseignement, donc l'amélioration, la performance des services publics. Ça veut dire des citoyens égaux en matière de services publics. C'est ça le contenu de la République. Parce que la discrimination, c'est pas en matière de santé ou d'instruction. Non, c'est faux, c'est vraiment faux. En République, on est tous égaux devant la maladie, devant le droit à l'instruction et donc le droit aux soins. Et la différence, elle est où? Elle est dans les impôts. Celui qui est riche, il paye plus que celui qui est pauvre. Celui qui n'a pas de revenus du tout, il ne paye pas, comme c'est déjà le cas, par exemple, chez nous, les réductions d'IRG, etc. Et c'est dans la loi des finances 2024. Dans le projet, il y a beaucoup de mesures. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre tout, mais ça concerne aussi bien l'économie que soulager les couches défavorisées. C'est une avancée pour vous, tout ça? C'est une avancée, oui, mais ça reste la question que moi je pose à chaque fois. Est-ce que c'est suffisant pour qu'il y ait un véritable décollage, pour qu'il y ait une rupture avec les précarités, avec les privations? Parce que nous avons besoin d'immuniser notre pays, nous avons besoin de rendre l'espoir. Regardez, le président parle de la nature sociale de l'État. On ne peut pas la séparer des transferts sociaux. Et c'est même dans les pires moments, quand il y avait la guerre de terrorisme, qu'on était endetté jusqu'au cou, qu'il y avait le plan d'ajustement structurel, on a préservé autant que faire se peut le caractère social de l'État. Donc là, c'est-à-dire on a préservé les transferts sociaux, les subventions, etc., l'aide à certains secteurs, au logement, au transport, à la santé, parce que ça dépasse les prix du lait, de la semoule ou des choses comme ça. Non, les transferts sociaux, ça touche par exemple les cantines scolaires, ça touche les infrastructures de santé, ça touche le transport, ça touche... Et oui, c'est très bien donc de réaffirmer le caractère social de l'État. En 2022, malheureusement, dans la loi des finances a été introduite une disposition dangereuse puisqu'elle supprime les transferts sociaux. Heureusement, ça n'a pas été appliqué. Ça n'a pas du tout été appliqué, ça veut dire que c'est une décision de l'État de ne pas appliquer, et heureusement, ça nous a préservés, parce que sinon, avec cette flambée des prix, avec l'érosion du pouvoir d'achat, avec la détresse, je ne sais pas ce que ça aurait pu provoquer. Et donc, cette année, on a bien vu dans le projet de loi des finances, d'ailleurs c'est ce que dit le ministre des Finances, quand je l'ai interpellé, il m'a dit « Ah mais on a augmenté le volume des transferts sociaux, on ne va pas les toucher. » Et je lui ai dit, oui, ben j'ai bien vu qu'on a augmenté le volume, sauf que l'épée de Damoclès, elle est encore là. Et en plus, le ministre des Finances, pourquoi il est allé à l'Assemblée dire aux députés, voilà, nous ouvrons la discussion sur la modification. Et nous, on sait ce que c'est la modification. C'est cette histoire de numérisation pour voir quelles sont les personnes qui doivent bénéficier. Donc on supprime les transferts sociaux et on laisse... c'est-à-dire la charité, quoi. Ouais. On leur donne des bons, ce n'est plus un droit. Mais là, je lui ai dit, moi je suis prêt à en débattre, hein, parce que d'abord il faut montrer quel est le pays où ça a marché. Hein, le dernier pays où ils ont tenté... Donc si on a bien saisi, le PT est contre que qu'on touche aux transferts sociaux. Les subventions ciblent des catégories. Voilà, d'abord parce que maintenant, même un médecin, malheureusement, un médecin en Algérie est pauvre. Un médecin dans le secteur public, il est pauvre. Parce que le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, c'est 2 $ par personne par jour. Sous le seuil de pauvreté. Alors imaginez, faites le calcul. Madame, voilà. Est-ce que par exemple un patron, quelqu'un qui est riche, oui, peut encore pour des années acheter le lait subventionné, par exemple? Non, mais ça c'est une blague. Franchement, je trouve que c'est une mauvaise blague. C'est pas sérieux parce que avec le patron riche,
Il va faire la chaîne à 5 heures du matin. Moi, pour acheter le lait en sachet, c'est terrible hein, dans un pays comme l'Algérie. Donc, il va faire la chaîne pour acheter du lait en sachet. Mais et lui, peut-être qu'il le ramène par avion, ou je ne sais pas comment ils vivent. Bon, donc ça, c'est une... Parce que déjà, bon... c'est comme ça qu'ils ont essayé de regardez, justifier. en Égypte, hein, un pays producteur de pétrole, etc., ils ont tenté ça quand ils étaient sous embargo total. Eh bien, ils ont réalisé que finalement, c'est la majorité qui est pauvre, qui est devenue pauvre. Et donc, non seulement ils ne pouvaient pas supprimer les transferts sociaux, mais même l'aide qu'ils ont intégrée, ils n'ont pas pu la supprimer. Donc, c'est comme pour le reste. Moi, je dis la TAP, il ne faut pas la supprimer, il faut la maintenir et obliger les entreprises étrangères à la payer, obliger le privé local qui ne la paye pas à la payer, ou alors, si on l'enlève, qu'on la remplace par l'équivalent au plus pour aider les communes, les mairies qui sont étranglées. 2/3 sont endettés. Donc là, c'est la majorité du peuple algérien, maintenant, malheureusement, voilà, les couches moyennes n'existent plus en Algérie. C'est fini. Ça a été tellement, le pouvoir d'achat a tellement été laminé, donc qu'aujourd'hui, on ne peut plus, malgré le fait que les gens peuvent aller se soigner à l'hôpital, c'est la croix et la bannière, et des malades ne peuvent plus parce que la liste des médicaments remboursés se rétrécit. Et donc, quand vous avez un malade qui va dire au pharmacien, donne un seul médicament, ou bien une boîte et non pas, etc., mais c'est très grave. Tout ça est à revoir pour réintroduire et renforcer le caractère social de l'État. Vous savez, nous, tout le monde nous connaît. Depuis nous cherchons des solutions aux problèmes. Nous ne faisons pas de politique politicienne, pas de politique politicienne. Et des solutions algériennes. Des solutions algériennes exclusivement. Il y a des détenus, nous appelons à leur libération. Il y a des dérives ou des dérapages, nous appelons à ce que ça s'arrête et que les responsables payent, qu'ils payent. Il y a de la confusion, nous appelons à ce qu'il y ait de la clarté, qu'on mette de l'ordre dans décisions. Oui, donc voilà, sur ça, et donc nous appelons à la suppression, à l'abrogation de l'article 187 de la loi des finances de l'année dernière, 2022. Là, le projet de loi des finances, il va être soumis à l'APN, ils vont en débattre, etc. Donc il faut le supprimer, tout simplement. L'histoire de la TAP, la même chose. Et intégrer dans la loi dans la loi des finances 2024, un plan d'investissement public. Justement, j'allais poser une question parce que c'est le PT, on a fait quand même un principe, donc un plan d'investissement public. Oui. Comment surtout, est-ce que c'est l'État, compte tenu de ce que nous avons connu avec les entreprises publiques, etc. D'accord. Alors d'abord, avant d'arriver là, je voudrais quand même attirer l'attention sur quelque chose. Hein. C'est-à-dire le fossé qu'il y a entre ce qu'on annonce et après, dans les faits, où ce qu'on trouve parfois dans la loi des finances. Je répète, dans cette loi des finances, il y a beaucoup de mesures positives. Et nous, tout ce qui peut soulager un tant soit peu les souffrances des Algériennes et des Algériens est bienvenu. C'est-à-dire non seulement on l'inscrit comme une avancée positive, mais pour nous c'est un point d'appui et qui démontre qu'on peut régler les problèmes. Quand il y a la volonté politique, on peut avancer. C'est la raison pour laquelle en matière de plan de développement local, en matière de chômage, de création d'emplois, je vais y arriver. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé plus de 10 000 emplois nouveaux de recrutement. Nous, on a d'abord posé la question pourquoi certains sont contractuels et d'autres permanents, ce qui n'est pas normal déjà, mais en plus, dans la loi des finances, finalement, il n'y a 4 800, il n'y a pas 10 000. Où sont passés les autres? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, je ne crois pas que ça soit une erreur, hein, je crois pas que ça soit une erreur, et après, y compris, c'est-à-dire ce caractère social de l'État, cette volonté de faire décoller notre économie, L'agriculture, j'entends des déclarations, mais incroyables. Mais le terrain, nous, on le connaît. Et les agriculteurs, ils viennent nous voir, les éleveurs viennent nous voir. Ils nous posent leurs problèmes, ils sont pris à la gorge. Eux, ils ont peur pour l'année prochaine, c'est-à-dire les résultats. Oui, l'année prochaine, parce qu'il y a eu plusieurs calamités, il y a eu la sécheresse, etc., puis il y a eu les vents, il y a eu ça, et ils sont confrontés à des problèmes interminables avec les banques, avec les assurances, avec les... alors,
Bon, l'État, j'ai vu, moi je suis entièrement satisfaite quand je lis que l'État a décidé de donner les semences gratuitement, d'aider, etc. Les fellahs, j'ai vu dans le projet de loi des finances. Mais dans les faits, le circuit n'est pas huilé, le circuit ne marche pas, il ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle je me pose la question. Donc, toutes ces catégories, les opérateurs économiques qui sont en détresse, ou les paysans, les fellahs, ou les éleveurs, etc., ou les jeunes, à qui peuvent-ils s'adresser et être entendus? Je dis bien entendus, d'accord? Parce que, bon, s'il n'y a pas de dialogue, je parle même par exemple, de l'Arba'ana Tirathan, et je dis attention, surtout ne pas faire la sourde oreille ou la politique de l'autruche, le dialogue, vers l'apaisement. C'est valable pour tous les problèmes. Et donc là, alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on a de l'argent. D'accord? On a des rentrées pétrolières, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La guerre en Ukraine, voilà, les sanctions contre la Russie, ben nous, ça a permis d'avoir des rentrées. Bon, ça nous permet de souffler et maintenant d'avancer réellement dans la reconstruction de notre économie, ça veut dire notre industrie. Pour parler Vous avez évoqué le plan d'investissement. Le plan d'investissement. Pour parler de start-up, il nous faut une économie viable, solide, etc. Voilà. Et non pas comme ça par un coup de baguette magique, les start-up, 20% des diplômes, etc. Et après, on se retrouve avec des projets, franchement, du n'importe quoi. Et même les projets innovants, du coup, ils n'ont pas d'avenir parce qu'il faut qu'ils trouvent acheteurs, quoi. Il faut qu'ils trouvent. Alors, déjà, ça veut dire c'est le sauvetage de notre potentiel, notre tissu industriel, public et privé. Nous sommes pour la préservation de nos entreprises privées aussi, parce que ce sont des emplois, ce sont les forces productives de notre pays. Absolument. Les usines, les hommes et les femmes qui travaillent, le matériel, etc. Donc après, maintenant, ils doivent respecter la loi, ils doivent déclarer les travailleurs. Et plus on créera de l'emploi, mieux les caisses sociales se porteront. Absolument. Voilà. Donc, pour nous, ce plan de sauvetage, d'investissement public massif, c'est l'État. Je ne peux pas compter sur un privé ou un étranger. Aucun pays ne construit son économie en comptant sur des opérateurs étrangers qui viennent pour réaliser des profits. On a déjà donné avec le partenariat public-privé. Ils sont venus piller notre pays. Ça a été la légalisation du pillage des fonds publics, du patrimoine public. Ils ont saccagé notre économie. Ils ont transformé des usines en dépôts. En fait, c'est des licenciements massifs, contrairement à ce que certains responsables disent. Ce sont des licenciements massifs parce qu'ils veulent la rentabilité pour eux. C'est l'exploitation sauvage de nos travailleurs, de notre main-d'œuvre. Et donc, à partir de là, pour nous, le plan, c'est l'État qui doit veiller. L'État, il peut surveiller, il peut contrôler. Ce sont les fonds publics. Bien sûr, les fonds publics pour les entreprises publiques, mais le privé, si on peut aider, encourager, on n'est pas contre. On n'est pas contre pour sauver ces créateurs d'emplois. Et donc, sauver notre industrie, la renforcer. Nous avons, je répète, enregistré les déclarations de M. Aoun. C'est un enfant du secteur public, il sait ce que c'est. Bon, maintenant, la mise en œuvre rapidement pour rétablir l'espoir chez les travailleurs qui sont en détresse, dans l'ENIEM, dans les différentes entreprises et qui attendent. Il a donné des noms d'entreprises, c'est bien, mais il faut bien sûr accélérer. L'agriculture, je viens d'en parler, c'est-à-dire comment renforcer, comment faire décoller, ça veut dire quoi? Ça nous ramène au b.a.-ba de la politique, un débat public, donc l'ouverture médiatique et politique. Ce sont des questions qui concernent le sort de la nation, le sort du pays, l'avenir des générations montantes, la pérennité de la République algérienne. Alors, nous devons débattre tous entre Algériens. Nous avons des experts, nous avons des universitaires, nous avons des partis politiques. Les partis ont leur mot à dire. Ils doivent intervenir et présenter leurs solutions. Et pour nous, ce plan national, donc avec des investissements publics qui concernent l'économie, il doit intégrer la question, bien sûr, de la création d'emplois. C'est un plan créateur de richesse et donc d'emplois pérennes. C'est pas dans la loi des finances, il y a des mesures transitoires, je dirais. Il y a 87 000 emplois nouveaux par rapport à 400 000 nouveaux chômeurs, sans compter tous les autres, j'en ai parlé, mais il n'y a pas que ça. Il y a 131 000, je crois 131 000
ou 113 000, en tout cas plus de 100 000 d'AIP, contrats précaires qui seront permanents. C'est bien. Après, il y a 331 000 nouveaux contrats précaires. Mais il faut accélérer leur titularisation pour qu'ils sortent de la précarité. Donc là, il y a des mesures transitoires. Et nous, on veut aller un peu plus loin. Madame, juste une petite question par rapport pour nous, ce plan de sauvetage, je vais vous dire, après la Deuxième Guerre mondiale, je ne dis pas que le péronisme était une merveille ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste un exemple comme ça qui me vient un truc. Ça me rappelle ce que j'avais lu sur ça. L'Argentine était en 1936 une des principales puissances industrielles, déjà la 6e je crois à l'époque. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une politique d'industrialisation, donc toute la société a été en mouvement. Nous voulons une dynamique. Nous voulons une dynamique que l'État algérien impulse, d'accord? Nous avons des fonds publics, ils servent à ça. C'est la propriété du peuple algérien, de la nation algérienne, c'est comment mettre à profit ces rentrées parce que, bah oui, le pétrole et le gaz, on ne sait pas trop, en plus avec tous les plans des impérialismes, etc. Donc cet argent, qu'on l'investisse dans la création des richesses durables, renouvelables et durables, d'accord? Et nous avons d'autres richesses, hein. On a parlé du tourisme, on peut parler d'autres choses. Il n'y a pas une wilaya dans ce pays dans laquelle il ne peut pas y avoir de tourisme, par exemple. Donc il faut une autre politique audacieuse. Je reste sur voilà. Cet aspect économique. Donc pour vous, les défis de l'avenir sont beaucoup plus économiques. Non, ils sont économiques, ils sont essentiellement économiques, puisqu'on reconnaît la nature d'un État. D'accord? La nature d'un État, la nature sociale, je veux dire, d'un État. Est-ce qu'elle est au service d'une minorité de riches ou bien au service de la majorité du peuple qui est, dans tous les pays, plus ou moins pauvre, ça dépend des degrés. Et c'est à son orientation économique. À son orientation économique et sociale. Si elle se dirige vers la prise en charge des besoins élémentaires, des besoins sociaux, et qu'elle veut répondre aux attentes sociales, qu'elle veut créer une dynamique économique durable pour que ce pays décolle, quoi, pour un véritable essor, à partir de ce moment-là, oui, on dit que c'est un État social. L'Allemagne, ce n'est pas le socialisme. Moi, je suis socialiste. Mon parti est socialiste. Ce n'est pas ça que je propose. Non, je propose des solutions, c'est-à-dire, par exemple, un plan d'investissement, c'est faisable et réalisable et c'est soumis, bien sûr, à la discussion, puisqu'on n'exclut pas le privé. Les étrangers qui veulent venir investir, ils n'ont qu'à ramener leur argent. Et ils peuvent investir dans les secteurs où on n'a pas où on n'est pas très présent, et même pour la concurrence, c'est pas un problème. Mais pour autant, on ne touche pas à nos entreprises publiques, on ne touche pas à nos banques publiques, on ne touche pas à notre patrimoine, parce que, rappelons-le, les banques, c'était dans le programme de l'étoile nord-africaine, leur nationalisation, 1926. D'accord? Les mines, c'est reporté la discussion sur le projet de loi, mais j'ai des craintes, parce que les mines ont été dénationalisées par Cheikh Ibrahim en 2001, en avril, quand le sang coulait à flot en Kabylie. Lui, il a vu que tous les regards étaient tournés vers la Kabylie, il en a profité de façon illégale à l'APN, il n'y avait pas le quorum, on y était. Il n'y avait pas le quorum, l'UGTA avait protesté, et bien sûr nous aussi, mais il n'y avait rien à faire, absolument rien à faire. De toute façon, il s'est comporté comme un gangster, que ce soit sur ça ou sur les hydrocarbures de manière générale. Après, les mines ont été livrées au pillage étranger. Les mines d'or dans le sud, et d'ailleurs maintenant ça soulève des interrogations, les concessions des mines d'or prétendument aux jeunes, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux. J'alerte. Et puis vers Tbessa, les mines d'or de Luanza, de Boukhadara, impactant la sidérurgie, impactant l'économie algérienne. Oui. Et finalement, Mittal Steel est parti, et nous, l'État algérien a payé ses dettes. Voilà, à la filiale de la Banque mondiale. Alors, ça d'un côté. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On va ouvrir, on va pas ouvrir. On a les mines de Rajbilet, on a un peu partout à Tizi Ouzou. Je lis tous les jours des découvertes. C'est très important. C'est un secteur qui peut créer de l'emploi, de la richesse et tout. Donc, mais surtout,
le caractère nationalisé, parce que les mines aussi, depuis 1926, l'étoile nord-africaine. Donc il n'y avait pas encore le pétrole, donc pas touche à la propriété collective de la nation. Pour dire quoi? Chaque pays a les bases matérielles constitutives de la nation. Nous avons les nôtres. Oui. Les nôtres, ça a été les nationalisations, le caractère social de l'État hérité de la révolution algérienne, ça veut dire légué par 1,5 million martyrs. Merci madame, donc on va essayer oui. On clôt le dossier économique. Je reviens pour 2 dernières questions. Vous étiez présente le 1er novembre à la cérémonie organisée par la présidence de la République. Votre présence là-bas a suscité un petit peu un semblant de débat, notamment sur les réseaux sociaux. On t'a dit pour et les contre, toujours par rapport à votre présence là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon. Je n'ai jamais boycotté le 1er novembre. Le Parti des travailleurs n'a jamais boycotté le 1er novembre. Et chaque fois qu'on a reçu une invitation, nous nous sommes rendus à l'invitation. Quand on avait un groupe parlementaire, le chef du groupe parlementaire aussi était invité, il y allait, il m'accompagnait, etc. Et parce que le 1er novembre, c'est le patrimoine de la nation algérienne, oui, peuple et État. La nation algérienne n'existerait pas s'il n'y avait pas d'État, parce qu'il faut 3 composants pour la nation. Absolument. Il faut un peuple, une terre et un État, qui incarnent l'existence de ce peuple et de cette terre. Et bien sûr, ce peuple avec parce que les gens se sont demandé, c'est la dimension politique de votre présence là-bas. Oui, la dimension politique. Parce que ça faisait plusieurs années qu'on ne m'avait pas vu. Bon, d'abord parce que avant 2019, il n'y avait plus de cérémonie du 1er novembre pour des raisons que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Madame, directement, je pose la question directement. Ça veut dire même là que M. Abdelmejid Tebboune vous a réservé était un petit peu particulier. C'est pour ça que les gens parlaient. Ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas vu. Je voudrais juste préciser une chose pour ceux qui l'ignorent. Le président de la République, je le connais personnellement depuis juin 1991, lorsqu'il était wali à Tizi Ouzou. Et c'était à l'occasion de la rencontre gouvernement-parti. Notre pays commençait à plonger dans la crise politique qui a dégénéré en crise sécuritaire. Et il était là, c'était Ahmed Orzeli qui avait organisé cette rencontre avec les partis politiques. Et donc nous avons eu un échange politique et depuis nous avons gardé des liens et puis quand il est devenu ministre à chaque fois, etc., nous avons gardé des liens, mais quand il est devenu Premier ministre, ça n'a pas duré longtemps, donc nous avions pris position par rapport à, surtout la lutte pour la séparation entre l'argent et la politique, voilà. Et puis voilà. Donc je pense à l'époque, le PT était le seul parti qui l'a soutenu dans cette, par rapport à cette, quand il a été attaqué, limogé par rapport à ça par l'oligarchie, c'était l'oligarchie. Nous avions simplement expliqué que l'oligarchie a réussi à faire limoger le Premier ministre parce qu'il a déclaré qu'il voulait mettre de l'ordre, etc. Nous agissons toujours sur le terrain des principes. Quand un responsable, qu'il soit Premier ministre ou ministre, est victime d'une injustice, parce que, et notamment lorsque, par exemple, M. Yousfi, il a défendu le secteur des hydrocarbures contre le pillage étranger, le secteur des mines, c'est lui qui a renationalisé en 2012, d'accord, avec notre appui, pas l'appui des autres partis. Nous nous sommes battus, mais alors avec acharnement, et nous avons réussi à faire passer la loi de renationalisation. C'est pour ça que je dis pas touche, l'histoire de ce pays. Voilà, elle est pleine comme ça, de situations difficiles, et puis de victoires, et de régressions, d'avancées, etc. Donc nous, c'est sur le terrain des principes. Et de toute façon, il nous connaît, ça a toujours été comme ça. Et nous jugeons les responsables sur leur politique, sur ce qu'ils font comme ministre ou comme Premier ministre, ou comme, etc. Donc nous, c'est cela qui compte, parce que c'est le sort de notre pays, celui du peuple algérien. Parce que la politique qu'on applique, c'est le peuple algérien qui l'a subi dans le bon ou dans le mauvais sens. D'accord ? Donc voilà, pour moi, j'étais là où il fallait que je sois ce jour-là.
le 1er novembre. Enfin, on reprenait donc la commémoration du 1er novembre, parce que ça faisait plusieurs années. Puis moi, j'étais emprisonné en 2019. Au demeurant, il n'y avait pas de commémoration. Après, il y a eu le Covid, et il n'y a pas eu de commémoration. Donc, voilà, voilà, donc ça reprend. Ça fait partie des activités politiques, je dirais même les plus nobles. Hein. C'est défendre, commémorer, exprimer son attachement au 1er novembre, au 5 juillet ou au 19 mars. Pour nous, c'est important. Oui, une autre question toujours par rapport à ça. Le chef de l'État reçoit les partis politiques. Est-ce que le PT est prêt à partir débattre avec le président de la République? Mais le Parti des travailleurs cherche toujours des solutions. Vous avez vu dans l'émission, je me suis adressé à lui par rapport aux banques, la privatisation même partielle des banques, pour dire non, pas d'aventure. Je me suis adressé à lui par rapport à diverses questions, surtout lorsqu'elles sont très sensibles et qui peuvent être dangereuses, d'accord, qu'elles soient d'ordre politique, bien sûr. Vous m'avez posé la question. L'enjeu, c'est-à-dire, c'est d'abord l'économie, hein, c'est l'économie et le politique aussi. Oui. C'est l'économie parce que pour préserver notre pays, nous devons fermer la porte devant tous les prétextes. Et puis, le peuple algérien a besoin de parler, de s'exprimer, de souffler, de débattre de tout, de son sort, de son présent, de son avenir, etc. Donc, nous nous sommes adressés par le passé et encore maintenant au président de la République. Si le président décide de recevoir les partis, j'ai vu qu'il en a reçu, et qu'il demande à me voir, oui, bien sûr que j'irai le voir. D'autant plus que le président de la République, il me connaît. Il me connaît, je le rencontrais en tant quand il était ministre, etc. On échangeait des points de vue politiques sur la situation du pays en 2015, en 2016, etc. Donc, chaque fois qu'il était en poste. Et donc, il sait que moi, quand je rencontre un responsable à ce niveau-là, surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de décision entre ses mains, je vais poser les problèmes. Non pas mes problèmes à moi, personnels. Oui, nous sommes rassurés sur ça. Voilà, vous êtes rassurés, mais les problèmes du pays, les problèmes du pays, les problèmes dont souffrent des Algériens, et je vais avancer notre vision, nos propositions, nos suggestions, voilà, parce que nous recherchons des solutions et nous voulons que notre pays passe à une autre ère, vers une autre ère, une ère d'espoir, une ère vraiment de renouveau, mais palpable, concret, une ère de progrès social, c'est-à-dire qu'on renoue avec ça, qu'on renoue avec et qu'on renoue avec nos traditions, les traditions. En fait, même sous la colonisation, il y avait des partis politiques, il y avait des batailles politiques, même sous la colonisation, c'est-à-dire qu'on renforce les ressorts de la nation, que les ressorts redeviennent huilés, parce que c'est comme ça qu'on immunise notre pays. Quand le peuple est à l'aise, le peuple algérien, il est patient. C'est connu ça, il est très patient. S'il voit qu'il y a vraiment la volonté et l'amorce de solutions pour ces problèmes socio-économiques, parce que la politique, c'est une décision et on peut décider, voilà, on arrête avec ça, on fait ça, etc. L'économie, c'est quand même tout un processus qu'il faut mettre en place. Compliqué. Des politiques, ça nécessite des efforts, des planifications. Merci, Madame Hanoun. Et si le peuple algérien voit ça, je suis persuadé qu'il aura la patience, c'est-à-dire il recouvrera sa résilience, sa force de caractère qui est reconnue à l'échelle universelle. Merci, Madame. Une dernière question. Nous sommes à une année d'un important événement politique, c'est la présidentielle. Enfin, je ne sais pas si je dois poser la question à Mme Hanoun, si elle doit se présenter comme candidate. Un mot sur la présidentielle de 2024, oui. On y a une année. D'abord, Louisa Hanoun ne s'est jamais présentée à aucun scrutin législatif ou présidentiel de son propre chef. Oui. Il est même arrivé que je refuse d'être candidate. Mais quand le parti décide, et que le parti décide que je dois être candidate, parce que moi je suis une militante organisée, etc., disciplinée, même si je suis le secrétaire général, mais ça ne change pas. J'ai des responsabilités, j'ai des obligations. Et je dois donner l'exemple. Alors oui, les élections présidentielles sont un moment très important dans la vie d'une nation, surtout
lorsqu'il s'agit de pays où le régime est présidentiel. Oui. Le régime est présidentiel. Nous, c'est un régime présidentiel un peu accentué, voilà. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, c'est censé être la confrontation entre des programmes, entre des visions, des projets de société. Et puis, cela se produit dans un contexte mondial lourd, très lourd de dangers pour les peuples, pour les nations, notamment opprimées, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique latine, disons les pays du Sud. Les pays qu'on appelle du Sud. Voilà, nous avons vu les interférences, les ingérences sur notre continent, des tentatives chez nous, mais qui ont été avortées par le passé grâce à la vigilance du peuple algérien. C'est tout. Mais nous, notre aspiration, c'est que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions de l'exercice de la politique, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une ouverture politique, mais dès maintenant. On n'attend pas la veille du scrutin pour ouvrir, mais dès maintenant. Et c'est normal que les partis s'intéressent à la présidentielle, Absolument. qu'ils en débattent, c'est normal. Et bon, qu'il y ait des personnes qui ont des aspirations ou de l'ambition ou des voilà. Maintenant, dans tous les pays où il y a des élections présidentielles, les débats commencent avant. Un débat politique, ça veut dire une ouverture politique. Donc on enlève tous les obstacles, voilà, toutes les entraves, tous les obstacles devant ce débat. Donc, qu'il s'agisse des chaînes de télévision, aujourd'hui, Salem, j'espère que c'est de bon augure que c'est. Oui, on espère, hein. oui. Oui, Salem, c'est pas nouveau. Hein. Quand je suis sorti de prison, il y a 2 chaînes de télévision qui m'ont invité. Des chaînes, je veux dire. Bon, il y a Salem, mais il y a aussi la chaîne Berbère Télévision c'est un autre statut, d'accord. Et puis le Mayadine. Le Mayadine, c'est par rapport à la Palestine, etc. Mais bon, j'espère que les autres chaînes vont aussi suivre l'exemple, parce que quand j'entends le responsable, le directeur de la chaîne dire que personne ne m'interdit ni d'inviter, ni d'organiser des débats, que je n'ai vraiment aucune directive, bon, je me dis, il faudrait que, y compris nos médias aussi, osent. Il faut qu'ils osent. Bien sûr, il faut oser. Voilà, il faut oser. Et puis aussi, bien sûr, la presse écrite. Bien évidemment, restera toujours le problème de la publicité posée. Restera toujours, comme dans tous les pays, qui peut se trouver X, Y ou Z à tel niveau ou tel autre niveau qui agit de son propre chef et qui, pour des raisons personnelles ou autres, ou politiques, ou par conviction propre, mais bon, ça, généralement, ce sont des obstacles qu'on peut lever. Absolument. Mais c'est vraiment une question d'existence. Là, en ce moment, nous avons besoin de cela. La situation mondiale nous l'impose, d'accord. L'exige, effectivement. La préservation de notre pays encore plus, voilà, et on peut même pas les dissocier. Et puis, bon, le peuple algérien a beaucoup souffert quand même. Hein. Il est grand temps qu'il souffle, donc qu'il renoue avec l'espoir, avec la sérénité de lendemain meilleur, mais avec des preuves concrètes, quoi, avec des politiques qui sont claires, qu'il peut suivre, avec des débats, avec comment dirais-je, de l'écoute, avec du dialogue, de l'écoute, c'est-à-dire qu'il puisse, quand il est opprimé, quand il est victime d'arbitraire, l'Algérien, qu'il puisse s'adresser pour se défendre. J'ai vu que le président de la République a reçu le secrétaire général de l'UGTA, lequel a posé le problème du pouvoir d'achat. Ils sont en train de plancher là-dessus. C'est fondamental pour tous les salariés, c'est fondamental pour toutes les couches sociales. Et donc, personnellement, je suis plutôt optimiste de nature, parce que donc, je suis une militante. Eh bien, on termine sur ces mots d'optimisme. Pardon. Vous avez dit que vous êtes optimiste, donc on reste sur ce mot optimisme. Le peuple algérien a besoin d'espoir et d'optimisme. Il a aussi besoin de liberté. Madame Hanoun, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez expliqué. Je vous renouvelle encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes la bienvenue. Merci à vous. Et nous vous souhaitons bon courage dans votre combat, le combat que
nous respectons Nous avons tous beaucoup. besoin de courage parce que nous menons Absolument. des combats. Voilà. La presse aussi, ce n'est pas simple. C'est un combat permanent. Donc on essaie de faire avec les Voilà, mais moyens en du bord, comme on conjuguant dit. les efforts, on pourra faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. C'est ce que nous souhaitons. Parce qu'il n'y a pas de multipartisme s'il n'y a pas de liberté de la presse. Absolument. On le voit d'ailleurs, on le vit. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci Donc à c'est vous. la fin de notre émission. C'est la fin de notre émission, comme je l'ai dit. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.